des géants de pierre à l'ombre de l'histoire, la mémoire sylvestre des paysages terrestres. Il existe dans ce monde des structures monumentales qui arrêtent en le regard et suspendent l'esprit, non pas seulement parce qu'elles déploient une beauté spectaculaire ou une immensité intimidante, mais parce qu'elles défient fondamentalement le sens commun. Le trouble naît lorsque les explications académiques fournies depuis l'enfance ne s'ajustent plus du tout à la réalité physique visible. Face à la célèbre formation de Deville Tower aux États-Unis, ce sentiment d'incohérence devient saisissant. La même perplexité surgit devant la silhouette massive de Table Mountain en Afrique du Sud, ou en contemplant le mont Roraima aux confins de l'Amérique du Sud, ainsi que la citadelle de Sigiriya au Sri Lanka. Formation après formation, continent après continent, un détail morphologique se répète invariablement. Leur sommet est désespérément plat. Ces structures s'élèvant au-dessus des plaines environnantes sous la forme de colonnes si régulières, si géométriques et si délibérées que le qualificatif de naturel commence à ressembler à un choix sémantique arbitraire imposé par une habitude de pensée. Une fois que l'observation s'affranchit du cadrage rigide des manuels scolaires, le regard ne peut plus ignorer une ressemblance frappante. Ces monuments ressemblent à des souches d'arbres pétrifiés, antiques et cyclopéens, si gigantesques que l'humanité a érigé des parcs nationaux tout autour en les rebaptisant montagnes, sans jamais s'arrêter pour interroger leur véritable nature originelle. Et si les montagnes n'étaient pas ce que la science officielle prétend qu'elles sont? Cette interrogation ne relève ni de la métaphore artistique ni de la spéculation philosophique. Il s'agit d'une question littérale, concrète, qui devient de plus en plus difficile à écarter à mesure que les investigations s'approfondissent. Et si les reliefs les plus énigmatiques de la planète, tels que la Deville Tower, les topis vertigineux et lézumeux du Venezuela, les labyrinthes rocheux de Monument Valley ou Table Mountain dominant le cap comme un autel sacrificiel, n'étaient pas le produit de la géologie, la recherche pourrait envisager qu'ils constituent les vestiges d'organismes vivant autrefois si démesurés que face à leur déclin, les humains n'ont trouvé que les mots roche ou formation pour les décrire. Ces termes parurent assez vastes pour combler le vide, bien qu'ils fussent fondamentalement inadaptés pour traduire une telle immensité. Un tirant sur ce fil conducteur. Les explications institutionnelles commencent à s'effilocher à un rythme surprenant. L'enquête commence dans les plaines du Wyoming, traverse les océans, enjambe les périodes géologiques et revient constamment, avec une insistance presque dérangeante, vers cette même forme géométrique tronquée. L'hypothèse audacieuse selon laquelle certaines montagnes seraient les restes d'arbres immémoriaux mérite une analyse rigoureuse des indices physiques disséminés à travers le globe. Dès que l'on commence à observer le relief terrestre, avec une perspective débarrassée des dogmes établis, un motif récurrent frappe par sa régularité. Les sommets plats ne sont pas des anomalies isolées ou des curiosités régionales imputables à un événement géologique localisé. Il s'agit d'un motif structurel qui se répète avec une précision déconcertante sur l'ensemble des continents de la Terre. Table Mountain, en Afrique du Sud. Le sommet culmine à 1,6 mètres d'altitude sous la forme d'un plateau si parfaitement horizontal que les premiers navigateurs portugais l'utilisaient comme point de repère non pour sa hauteur, mais pour la régularité surnaturelle de son profil. La version officielle attribue cette forme à l'érosion différentielle, affirmant qu'un grès dur au sommet aurait protégé les roches plus tendres situées en dessous tandis que les bords s'effritaient. Bien que cette explication soit universellement acceptée, le doute s'installe lorsque l'on observe les topis du Venezuela et du Brésil, comme le Roraima, le Kukkenan ou le Yantui. Ces formations de grès anciens comptent parmi les plus roches peu vieilles à la surface de la Terre, et chacune d'elles arbore un sommet plat d'une précision presque géométrique. Arthur Conan Doyle, qui s'en inspira pour son roman Le Monde perdu, les décrivait comme des plateformes suspendues, des îles célestes totalement coupées du monde inférieur. Le phénomène se manifeste également à travers les buttes témoins du sud-ouest américain, le paysage de Monument Valley, les célèbres formations des mi-temps ou les mesas du Nouveau-Mexique. Tous ces reliefs partageant la caractéristique d'être plats, coupés nets, comme par un processus mécanique,
ayant opéré de manière uniforme à une altitude précise, avant de s'arrêter brusquement. L'aspect le plus singulier de cette observation réside dans les divergences flagrantes des contextes environnementaux. Les altitudes diffèrent, les types de roches variant. Les continents sont séparés par des milliers de kilomètres et les aires géologiques supposées n'ont aucun rapport entre elles. Pourtant, la forme finale demeure rigoureusement identique. Qu'il s'agisse d'une colonne massive ou d'une base étroite, le sommet débouche invariablement sur un plan horizontal parfait. Sans affirmer de manière péremptoire que ces structures sont des arbres, la science doit chercher l'explication la plus économique et la plus logique pour justifier la récurrence mondiale d'une silhouette évoquant de si près la section transversale d'une souche d'arbre coupée. L'étude des formations colonnaires accentue encore la tension qui pèse sur les théories géologiques traditionnelles. En Irlande du Nord, la chaussée des géants regroupe environ 40 000 colonnes de basalte imbriquées les unes dans les autres, que la science officielle présente comme le résultat du refroidissement lent d'une coulée de lave volcanique durant l'ère paléogène. Selon ce modèle, la roche se serait fissurée sous l'effet de contraintes thermiques visant à minimiser l'énergie de surface, produisant ainsi des prismes hexagonaux d'une grande régularité, mesurant généralement entre 1 et 30 cm de largeur. À Naxos, la grotte de Fingal présente une structure similaire issue de la même époque et attribuée au même processus. Là-bas, les colonnes atteignent jusqu'à 1 mètre de largeur, tout en conservant leur géométrie hexagonale. L'acoustique interne de cette caverne est exceptionnelle, générant des résonances profondes et musicales qui inspirèrent une célèbre ouverture à Felice Mendelssohn, impressionné par l'atmosphère de cathédrale régnant au sein de cette œuvre prédumant aveugle de la nature. La cascade de Svartifos en Irlande affiche elle aussi ses parois de prismes hexagonaux, tandis que le parc national des Organ Pips en Australie décline le même motif à une échelle différente. Le dôme scientifique répertorie ces cas comme des exemples classiques de prismation basaltique d'origine volcanique. Le phénomène de rétraction thermique est une réalité physique documentée et reproductible en laboratoire à petite échelle. Cependant, un examen plus approfondi révèle que si l'explication par le refroidissement de la lave fonctionne de manière élégante pour des échantillons restreints, elle commence à perdre de sa cohérence lorsqu'elle est appliquée à des structures de dimension monumentale. Dans une coulée de lave en cours de refroidissement, les colonnes se formant perpendiculairement à la surface d'échange thermique. Une coulée parfaitement plane engendre des colonnes verticales, tandis qu'une coulée incurvée, au sein d'un tunnel de lave ou sur le flanc d'une colline, devrait produire des colonnes courbes, divergentes ou irrégulières. Pour petite échelle, ces variations sont effectivement observées sur le terrain. Pourtant, à Deville Tower, les colonnes fondent d'une verticalité, d'un parallélisme et d'une régularité si parfaits qu'ils exigeraient des conditions thermiques d'une homogénéité totalement improbable à l'air libre, ou alors l'intervention d'un tout mécanisme biologique. Certains chercheurs indépendants ont fait remarquer que l'organisation colonnaire de ces grands monuments rocheux des si présolitudes troublantes avec la structure cellulaire des tissus végétaux, plutôt qu'avec les lignes de fracture aléatoires d'une roche en fusion. L'observation met en évidence un léger rétrécissement progressif des colonnes vers le sommet, ainsi qu'une tendance s'assembler en faisceaux distincts, un comportement morphologique similaire à celui des fibres de certaines écorces épaisses. De plus, à la base de plusieurs de ces formations, des structures transversales évoquent des cernes de croissance concentrique figées dans la pierre, sans décréter de prime abord que la Deville Tower est le reste d'un tronc. La science objective doit admettre que si un arbre d'une taille inimaginable avait été pétrifié à cet endroit, ses vestiges structurels correspondraient exactement à ce que l'on observe aujourd'hui. L'arbre vivant le plus haut de notre époque est Hyperion, un séquoia à feuilles d'if situé dans le nord de la Californie, qui culmine à environ 100 mètres. Au pied de ce géant, l'être humain éprouve un véritable vertige face à l'échelle, se rappelant sa propre insignifiance devant la grandeur du vivant. Pour élargir la réflexion, il convient de se pencher sur les gisements de charbon à travers le monde.
Certaines veines de houille présentent des caractéristiques de volume qui auraient nécessité la présence passée de forêts d'une densité et d'une taille prodigieuse pour pouvoir être générées. Il ne s'agit pas d'imaginer des végétaux légèrement plus grands que les arbres contemporains, ni même le double de la hauteur d'un séquoia de Californie. Lorsque les mathématiques appliquées calculent les taux de compression de la matière organique indispensable à la transformation en charbon, en comparant l'épaisseur finale du gisement fossile à l'épaisseur initiale de la couche de tourbe nécessaire, les résultats indiquent l'existence passée d'arbres d'une échelle dont aucun équivalent n'existe dans les registres fossiles acceptés par l'Académie. La veine de charbon de Pittsburgh s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés à travers les États de Pennsylvanie, de Virginie occidentale et de l'Ohio. Son épaisseur moyenne entre 165 et 2 mètres. Les géologues estimant qu'en tenant compte du facteur de compactage extrême de la matière végétale, il faut une accumulation initiale considérable pour obtenir un seul mètre de charbon. Ces chiffres impliquent que la forêt originelle ayant donné naissance à la veine de Pittsburgh, ce gisement unique et continu, supposait une accumulation de biomasse végétale sur des profondeurs qui dépassent tous les modèles biologiques et écologiques connus à ce jour. Le plus surprenant reste l'absence totale de fossiles transitionnels montrant l'évolution vers des arbres d'une telle envergure. Le registre fossile officiel mentionne le lepidodendron, l'arbre à écailles de l'ère carbonifère qui atteignait à 30 mètres de hauteur, ainsi que le Sigillaria, un autre géant de la même période. Les chercheurs évoquant également Prototaxite, cet organisme énigmatique du Dévonien dont la nature fait encore l'objet de débats intenses, oscillant entre un champignon géant et une autre forme de vie complexe, et qui affichait un diabase de 1 mètre surpassant la plupart des arbres modernes. Cependant, les organismes géants indispensables pour expliquer l'existence même des immenses veines de charbon exploitées au jouy demeurent totalement absents des classifications officielles de la paléobotanique. Pour justifier l'épaisseur extraordinaire des veines de charbon, l'explication académique invoque invariablement le facteur temps, parlant de millions d'années d'accumulation continue de débris végétaux au fond de marécages antiques. Pourtant, l'analyse de la structure stratifiée de certains lits de charbon révèle des transitions abruptes et des lignes de démarcation nettes, excluant l'idée d'un dépôt lent et progressif. Ces observations suggèrent plutôt que la matière organique a été accumulée au cours d'un événement soudain, massif et d'une intensité extrême, concentré sur une période de temps relativement courte. Cette contradiction soulève une interrogation fondamentale sur la nature réelle du charbon. L'histoire linéaire enseignée dans les universités, bien que pratique et conforme aux modèles gradualistes en vigueur, correspond-elle véritablement à la totalité des indices physiques découverts sur le terrain, ou s'agit-il d'un récit de commodité destiné à préserver le statu quo scientifique? Le phénomène de la pétrification du bois illustre de manière flagrante les limites des théories géologiques actuelles. Le processus de fossilisation par minéralisation est bien connu de la science. La matière organique d'un arbre est remplacée molécule par des dépôts minéraux comme la silice, la calcite ou la pyrite, préservant la structure cellulaire fine du tissu d'origine tandis que sa composition chimique se transforme en pierre. Si ce mécanisme est validé en laboratoire, l'échelle colossale à laquelle il s'est manifesté dans certains paysages pose un problème majeur d'interprétation. Dans le parc national de Kau en Arizona, les troncs pétrifiés les plus imposants restent dans des limites explicables, atteignant parfois 500 mètres de longue, ce qui correspond à des arbres couchés et conservés de façon comprévenche. D'autres sites à travers le monde abritent des structures rocheuses qui échappent complètement à ce cadre restrictif, dans la région de Priakopa en Slovaquie, ainsi que dans plusieurs formations géologiques de la chaîne des Carpates. Les chercheurs font face à des structures pétrifiées dont les dimensions ne correspondent à aucune espèce végétale inventoriée par la science. Il ne s'agit pas de spécimens légèrement surdimensionnés, mais de segments d'une ampleur invraisemblable qui, examinés au microscope, révèlent une organisation de tissus cellulaires et des motifs ressemblant à des cernes de croissance concentrique
le tout emprisonné au sein de formations officiellement classées comme des rocs sédimentaires classiques. En Égypte, la forêt pétrifiée située au nord et du Caire, un site rarement documenté et peu fréquenté par les circuits scientifiques majeurs, recèle des vestiges de troncs d'une échelle impossible à concilier avec la flore connue de l'Oligocène, la période géologique dont ils sont censés dater. Les autorités scientifiques classent ces pièces sous l'étiquette de bois silicifié, mais elles passent sous silence les questions fondamentales concernant les relations de ces spécimens à l'égéologie environnante. La préservation intégrale de telles masses et leur nature exacte restent inexpliquées. Ce motif d'anomalie majeure, classé à la hâte sous des appellations vagues pour clore le débat, surpète partout sur la planète, privant ces structures de la curiosité scientifique approfondie que leur étrangeté devrait légitimement susciter. Si précisément au cœur de ce silence institutionnel que le malaise s'installe. Il ne s'agit pas nécessairement d'une censure active ou d'un complot orchestré par des voies autoritaires, mais plutôt d'un mécanisme passif de catégorisation administrative et de labellisation précoce qui archive la question avant même qu'elle ait pu être pleinement formulée par la communauté scientifique. Une fois que l'esprit s'ouvre à cette perspective, le paysage change de sang et le silence devient impossible à ignorer. Pour comprendre la portée de cette réflexion, il convient de se prêter à une expérience de pensée rigoureuse sans chercher à imposer un dogme alternatif, mais en évaluant simplement la cohérence d'un tel scénario. Si la Terre avait été, à une époque reculée de son histoire, des organismes titanesques, qu'il s'agisse d'arbres, de champignons géants ou de formes de vie intermédiaires atteignant l'altitude de nos montagnes actuelles, la biosphère globale aurait présenté des caractéristiques radicalement différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Dans un tel environnement, la lumière solaire aurait subi d'importantes modifications, filtrée par une canopée végétale située à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. La surface de la Terre aurait baigné dans une pénombre verdâtre et diffuse, évoquant l'atmosphère solennelle d'une cathédrale végétale permanente et intemporelle. La composition de l'atmosphère elle-même aurait présenté des taux d'oxygène bien supérieurs à ceux d'aujourd'hui, une hypothèse déjà formulée par de nombreux chercheurs pour expliquer le gigantisme de la faune de l'ère carbonifère. Cette surabondance d'oxygène aurait soutenu simultanément la croissance de ces végétaux colossaux et la survie d'animaux proportionnée à ce gigantisme écologique. Le climat mondial aurait été régulé de manière extrêmement efficace par ces géants, qui agissent comme d'immenses pompes à eau biotiques, transportant l'humidité des nappes phréatiques profondes vers la haute atmosphère pour ensemencer les nuages. Une planète couverte de telles structures aurait possédé un cycle hydrologique commune mesure avec le nôtre, modifiant profondément le régime des pluies et la dynamique des fleuves. Lorsque ces organismes géants sont parvenus au terme de leur existence ou ont été détruits par des cataclysmes planétaires, leurs bases résiduelles sont demeurées ancrées dans le sol, sauces et souches. Ces plateaux horizontaux et ces montagnes au sommet plat, constitués de tissus cellulaires pétrifiés et minéralisés, qui constitueraient les ultimes vestiges de troncs qui s'élancent au foie vers les nuages. Le paysage extractuel serait ainsi jalonné de structures biologiques résiduelles que le regard humain moderne, faute d'outils conceptuels adaptés, s'obstine à interpréter uniquement le prisme exclusif de la géologie. Cette hypothèse ne constitue pas une affirmation dogmatique, mais une proposition scientifique étayée par des indices physiques concrets qui suggèrent l'existence passée d'un monde vivant d'une ampleur bien supérieure à celle de l'histoire officielle que disposée à admettre pour le moment. Ce qui interpelle le plus dans cette enquête ne réside pas dans l'analyse isolée d'un indice particulier, car une anomalie unique peut toujours trouver une justification rationnelle dans les théories existantes. On peut affirmer qu'une colonne de basalte, un peu trop régulière, est le fruit d'une coïncidence géométrique, qu'une montagne au sommet plat est le produit d'une érosion sélective, ou qu'une veine de charbon excessivement épaisse s'explique par l'étirement du temps. Cependant, la situation change radicalement lorsque toutes ces anomalies sont rassemblées sur une merde mondiale.
révélant une convergence de faits observables sur tous les continents et à travers des périodes géologiques théoriquement séparées par des centaines de millions d'années. Si le problème de la coordination globale qui surgit alors, ce n'est pas l'humanité qui a coordonné un récit erroné, c'est la nature elle-même qui semble afficher une anomalie parfaitement sonisée à l'échelle de la Terre. Les formations rocheuses à sommet plat parsément chaque continent, tout comme les structures colonnaires hexagonales apparaissent partout où la roche volcanique est présente. De la même manière, des matériaux organiques pétrifiés d'une taille inexplicable et des veines de charbon dont l'épaisseur contredit les modèles biologiques de référence sont découverts dans le monde entier. Si ces reliés étaient uniquement le produit de forces géologiques indépendantes, d'éruptions volcaniques distinctes et de processus d'érosion isolés sur des plaques tectoniques différentes, la similitude presque parfaite de leur forme géométrique deviendrait en soi un mystère plus grand encore que l'hypothèse biologique. Quelle force physique purement aléatoire aurait pu concevoir des colonnes hexagonales rigoureusement verticales en Irlande, en Australie, dans le Wyoming, dans les trappes du Dénin ou sur les îles Féroé, en leur donnant toujours cette apparente structure fibreuse autrefois vivante? Quelle dynamique érosive aurait pu sculpter des sommets d'une horizontalité parfaite en Afrique du Sud, au Venezuela, dans l'Utah au Sri Lanka, en Nakhos et sur le plateau de Kimberley en Australie? La réponse académique traditionnelle invoque une convergence de forces distinctes, d'événements indépendants et de minéraux variés aboutissant par hasard à un résultat mathématique identique. Les lois de la physique sont certes universelles, et les fractures de stress dans un matériau en refroidissement adoptent la géométrie hexagonale, car elles représentent la configuration des gynimales. De même, l'érosion différentielle façonne des plateaux lorsque la roche sommitale s'avère plus résistante que les couches inférieures. Ces explications sont intellectuellement satisfaisantes pour l'esprit, mais un examen approfondi démontre qu'une réponse satisfaisante ne signifie pas nécessairement qu'elle soit suffisante pour embrasser la totalité de la réalité physique observée. Aucun compte rendu officiel n'explique de manière rigoureuse la transition au sein du registre fossile. Si les forêts du Carbonifère, ces immenses marécages composés de lycopodes géants braécailles, ont généré les veines de charbon exploitées aujourd'hui, le registre sédimentaire devrait montrer une évolution graduelle. On devrait y observer la réduction progressive de la taille des tessures des millions d'années, marquant le passage de ces géants antiques aux arbres de dimensions modestes qui peuplent le monde moderne. Or, cette transition graduelle est absente des couches géologiques. Le Carbonifère se termine, le Permien commence, et les formes de vie végétale géantes disparaissent brusquement de la circulation, sans laisser de séquences fossiles montrant un rapetissement progressif au fil des générations. Tout se passe comme si une rupture brutale avait mis fin définitivement à l'ère du gigantisme biologique, ouvrant la voie à un monde radicalement différent, caractérisé par des structures funestes et une biomasse réduite. L'explication officielle de l'extinction du Permien Tria, souvent qualifiée de grande mort survenue il y a environ 152 millions d'années, impute cet événement à des éruptions volcaniques massives, à l'impact possible d'un astéroïde et à une cascade de catastrophes environnementales mondiales ayant éliminé près de 900 espèces marines et 7% des vertébrés terrestres. Cet événement planétaire correspond exactement au type de cataclysme capable d'interrompre l'ère des géants de manière immédiate et définitive, expliquant ainsi l'absence de déclin présent dans les fossiles. Après cet apocalypse, la Terre a connu une réinitialisation biologique complète, se repeuplant avec des organismes d'échelle du bien inférieur, incapables de retrouver le gigantisme autrefois. Le cataclysme a provoqué la perte définitive de certaines conditions atmosphériques ou d'un réseau complexe d'interdépendance biologique qui rendait possible l'existence structures colossales. Le silence du registre fossile, Permien concernant les grands organismes végétaux est d'une éloquence remarquable.
Il convient de mener ces investigations avec prudence pour éviter les pièges des théories simplistes qui attribuent la situation à une entité mystérieuse ou à une autorité occulte qu'il devait être enseignée ou cachée à l'humanité. Ces explications théâtrales apportent une satisfaction narrative facile, mais elles s'avèrent presque toujours pro-simplistes face à la complexité du réel. L'analyse scientifique doit s'intéresser à un phénomène beaucoup plus subtil, rit non pas un complot par dissimulation active, mais un biais d'interprétation institutionnalisé. Il s'agit de la manière dont les indices physiques sont catégorisés et étiquetés avant même d'avoir été pleinement analysés dans toutes leurs dimensions. En nommant immédiatement une srub basalte colonnaire, érosion différentielle ou bois silicifié de l'Oligocène, les institutions verrouillent un ensemble de questions légitimes qui pourraient autrement stimuler la recherche de manière productive. Il est fort probable que les cadres conceptuels utilisés aujourd'hui pour interpréter les données géologiques aient été mis en place à une époque où la science ne disposait que d'une frânée actuelle. Les modèles fondamentaux ont été bâtis sur des informations parcellaires, puis, à mesure que de nouvelles anomalies surgissaient sur le terrain, ces modèles ont été étirés, déformés et adaptés pour intégrer les contradictions tant bien que mal, plutôt que de procéder à une réévaluation complète des fondations théoriques. Ce comportement ne relève pas d'une conspiration malveillante, mais du fonctionnement standard des institutions académiques où les paradigmes ont tendance à se figer avec le temps. Cela implique toutefois que l'expiation officielle et l'explication complète de la réalité historique peuvent être deux choses distinctes et que l'espace qui sépare ces deux versions, là où subsistent les anomalies, mérite d'être étudié avec le plus grand sérieux. Les indices accumulés suggèrent qu'un monde vivant d'une toute autre envergure a précédé l'humanité sur cette planète, laissant son empreinte géométrique dans le paysage, sa signature chimique dans le sous-sol, ses contours organiques dans les gisements de charbon et ses colonnes de pierre dressées dans des lieux devenus des hauts lieux du tourisme mondial sous le nom de curiosité géologique. De là des alignements de colonnes, des sommets plats ou des veines de houe monumentales, c'est l'implication fondamentale de cette découverte qui retient toute l'attention. Si la Terre a effectivement abrité des organismes de telle échelle, si les montagnes s'avèrent être des souches résiduelles et les mesas des sections transversales de structures vivantes qui s'élançaient autrefois vers le ciel, notre compréhension globale de la vie sur cette plate doit être entièrement redéfinie. Cette perspective implique que le monde actuel, avec ses forêts de séquoias qui nous paraissent pourtant si majestueuses et ces chaînes de montagnes qui symbolisent l'immanence éternelle, n'est pas le monde originel. L'humanité évoluerait ainsi au cœur des vestiges d'un écosystème disparu, une biosphère rebâtie sur les ruines d'un passé infiniment plus vaste. L'histoire aurait transformé les souches et les bases pétrifiées de cette ère révolue en objets d'études géologiques, bâtissant la science moderne sur des restes organiques mal identifiés. Chaque fois qu'un observateur contemple une mesa dans le désert, il regarde potentiellement la cime tronquée d'un organisme qui respirait et captait l'énergie d'un ciel radicalement différent du nôtre. Les grandes cathédrales architecturales, avec leurs piliers de pierre élancés et leurs voûtes majestueuses, pourraient n'être que des reproductions inconscientes d'une architecture biologie ancienne, un souvenir lointain ancré dans la mémoire collective de l'humanité. Le fait le plus troublant reste la possibilité qu'un monde d'une telle envergure ait pu s'éteindre globalement sans laisser de traces officielles, non par manque de preuves physiques sur le terrain, mais parce que la science avait déjà déterminé la nature de ces preuves avant de terminer leur examen approfondi. Ce constat invite à s'interroger sur les autres certitudes scientifiques et prématurément, et sur les autres structures paysagères que l'œil humain observe chaque jour sans saisir la véritable origine. Des motifs fondamentaux dormant peut-être au sein de la nature. Attendant qu'un chercheur pose enfin la question sous-jacente, celle qui remet en cause les fondements mêmes des modèles acceptés. L'enjeu n'est pas simplement de valider l'existence passée de géants,
mais de comprendre pourquoi cette simple possibilité suscite une telle résistance au sein des institutions académiques. Les vestiges de ce passé mystérieux demeurent bien visibles dans le paysage, dressés face au ciel depuis des millénaires, tandis que l'humanité semble avoir oublié d'interroger leur véritable identité. Trutis alue strange dans fiction, soit subscribe buton reno teneve mis de nex classique historical secret.